pour essayer de vous parler des territoires lointains. On va s'adresser à vous en tant qu'historien, historienne, et non comme porteur de mémoire militante, même si ces derniers ou dernières sont des aiguillons qui peuvent être salutaires pour l'établissement à la fois de nouvelles pistes de recherche et de nouveaux points de vue. J'ai fait cette brève introduction par l'expérience qui me vaut, comme Edens aussi, d'être là, c'est-à-dire l'expérience que nous avons faite dans une commission d'information et de recherche historique sur les événements de décembre 59 en Martinique, juin 62 en Guadeloupe et en Guyane, et mai 67 en Guadeloupe. Voilà. Mais il faut que je vous présente quand même les personnes qui sont là. Donc Isabelle Merle, qui va vous parler de la Nouvelle-Calédonie, Edens Maurice qui va vous parler de la Guyane, et moi qui vais vous parler un petit peu de la Guadeloupe, et puis un tout petit peu de la Réunion quand même, parce qu'il n'y a personne ici qui ne va parler de la Réunion, donc je vais résumer mes lectures. Hein. Je ne suis pas du tout... j'ai pas travaillé en archives comme j'ai pu le faire pour la Guadeloupe. Voilà, je vais tout de suite donner la parole à Isabelle Merle pour vous présenter donc la situation en Nouvelle-Calédonie dans ces années 68. Donc merci d'être là, merci de m'avoir invité, parce que je dois dire que vous m'invitez sur une question, comme disent les historiens, c'est pas ma période, puisque j'ai travaillé longuement, assidûment, je dois dire, laborieusement peut-être, sur la seconde moitié du 19e siècle en Nouvelle-Calédonie et la première moitié du 20e siècle, et que je suis moins spécialiste de la période post-46, post-50. Cela étant dit, donc je suis historienne, vous l'aurez compris, et j'ai fait pas mal de séjours en Nouvelle-Calédonie. J'ai enseigné 3 ans entre 2012 et 2014. J'ai des liens construits, puisque je n'ai pas d'histoire familiale avec ce pays, c'est uniquement construit au cours d'une existence, donc. Et j'ai des amis proches qui sont tout à fait symptomatiques dans leur itinéraire des retours d'étudiants de 68, enfin qui ont été très très marqués par les études, le départ en France et les études qu'ils ont fait dans ces années 64, 68, 69 en Nouvelle-Calédonie. Alors, pour renverser un peu les perspectives, je voudrais d'abord vous donner une idée de ce qu'était le pays d'où les gens partaient en Nouvelle-Calédonie dans les années 60. On est sur un territoire qui est relativement faiblement peuplé, qui a alors 100 000 habitants. On est aujourd'hui à 296 000, si je ne me trompe pas, 278 000 en 2016. Un territoire qui est resté dans son jus, je dirais, même si les choses ont changé. Dans les début des années 60, on est sur un pays qui est clivé entre des communautés. Les Kanaks à l'époque représentent 49% de la population, 49% en 46, 51 en 56, 48 en 63. Et ensuite, c'est là où ça va décliner progressivement. On est à 39% en 2014, pour vous donner les chiffres, ce qui est très important dans la problématique du pays. Donc on est dans un moment de l'histoire du pays où en fait on sort lentement de la gangue coloniale, si on peut dire, avec un pays qui est resté donc en l'état à bien des égards, en particulier sur le plan économique. Donc c'est un pays qui est marqué par une... Alors les historiens de l'époque parlent d'endormissement. Vous savez, pour les colonies, c'est tout à fait fréquent de parler d'endormissement, ou d'apathie, ou de sidération apathique. Le fait est que la Nouvelle-Calédonie de l'époque, c'est, pour vous donner une idée, la plupart des routes sont des pistes. L'équipement en électricité est tout à fait limité en brousse et ne touche en aucun cas ce qu'on appelle les tribus, là où les gens ont été cantonnés dans les réserves, je vais y revenir. L'équipage, le système de santé est tout à fait limité dès que vous quittez Nouméa, et
encore à Nouméa, c'est pas... Donc voilà, on est dans un pays qui est très déséquilibré dans les années début 60 entre les communautés, où on reste au fond dans la continuité des déséquilibres coloniaux, donc pas avec, si vous voulez, quelques pôles de richesse. Donc il y a le nickel, qui est quand même un pôle de richesse important. Il y a des grandes familles calédoniennes qui tiennent les maisons import-export, et ça depuis le 19e siècle, donc les grands noms sont là, rien n'a bougé. Et à côté de ça, vous avez un petit colonna, les héritiers d'un petit colonna en brousse, qui a eu la concession de terre, le grand-père, ou le père à l'époque, plutôt c'était le père ou le grand-père, a eu sa concession de brousse, ils se sont étendus, il y a des petites notabilités dans le nord local, qui piochent à une agriculture qui était jusqu'alors fondée sur le café, qui avait été là l'heure de gloire de la Nouvelle-Calédonie coloniale de l'entre-deux-guerres, ou l'élevage qui était en train de basculer, enfin qui était en train de prendre de l'importance. Donc ça, c'est les pôles de richesse, et après une vraie pauvreté, d'abord, y compris dans des milieux petits colons, tout petits, où ça vraiment on n'est pas dans des états de richesse. Chez les gens qui avaient été importés comme main-d'œuvre, là aussi il y a une vraie pauvreté, et il y a une marginalisation de pauvreté, enfin une pauvreté réelle chez les Kanaks, qui ont été, vous le savez, ce pays a une histoire très distinctive au niveau colonial, puisque c'est un pays qu'on a considéré comme deux peuplements avec l'Algérie, c'est la seule colonie de peuplement, les deux seules colonies de peuplement du Second Empire, je veux dire depuis 1830. C'est un pays qui a été marqué profondément par l'existence d'un bagne jusqu'en 1897, enfin disons la transportation, c'est-à-dire l'arrivée des convois, c'est jusqu'en 1897, mais le bagne a traîné, parce que les hommes étaient là jusqu'à 1930, où ça se disloque, on va dire, ça se démantèle, et c'est un pays qui a été marqué par cela, parce qu'il y a un petit colonna issu du pénal, contrairement à la Guyane, qui a pu être stabilisé. Donc il y a des lieux d'origine pénale qui ont été longtemps très disqualifiés et qui se sont contentés d'avoir leur lopin de terre et qui ne sont pas tellement allés plus loin. Même dans les années 50, ils ont loupé le train du colonial, en gros, ceux-là. C'est-à-dire ils ont loupé le train de la promotion coloniale. Ils sont restés dans un état de paysans aux colonies, je peux parler comme ça, ou de petits agriculteurs. Et vous avez les Kanaks qui ont subi pendant un siècle une politique de refoulement fort et de cantonnement qui a trouvé un aboutissement, je dirais, en Nouvelle-Calédonie, qui avait été mis en prémisse en Algérie, puis les politiques ont viré de bord dans les années 1870. En Nouvelle-Calédonie, on est allé jusqu'au bout de ce processus du cantonnement, on a véritablement fait des réserves, et on a installé la population kanak dans ces réserves, dans lesquelles ils ont été non pas fermés au monde, parce que c'est tout à fait exagéré de penser comme ça, mais assignés à résidence, le terme serait plus juste. On demandait aux colons de ne pas s'y installer non plus, et on demandait aux Kanaks de ne pas en sortir sans autorisation du grand chef, au-delà du district. Le district étant plus grand que les réserves. Donc ils n'étaient pas cantonnés à ne pas bouger dans des lieux totalement fermés, mais ils étaient très limités dans leurs déplacements, sous une rigueur de ce qu'on a appelé le régime de l'indigénat, qui était particulièrement sévère en Nouvelle-Calédonie, qui pesait très lourdement dans les interdictions de circuler, dans les interdictions en tout genre, les obligations de travail, à la fois pour les services publics, comme on disait, ou à la fois pour les colons, les réquisitions, les prestations obligatoires, l'impôt de capitation, tout ça avait pesé très lourd. Donc l'après-Seconde Guerre mondiale est à la fois en continuité, en discontinuité par rapport à cette période coloniale. Donc la continuité, c'est un état économique et de stabilité, c'est-à-dire que les Kanaks ne sont pas encore sortis véritablement des réserves
entrer dans un salariat massif comme ça va être le cas plus tard. Ils sont encore largement dans les réserves et peu habitent à Nouméa. Nouméa est une ville considérée comme blanche. Nouméa, c'est la capitale. C'est la ville blanche. Avant-guerre, il y avait un couvre-feu. Donc, on sonnait le canon pour dire aux gens vous rentrez chez vous à 20h, 21h. Parce que c'était comme ça, tous les gens de couleur devaient rentrer chez eux. C'était encore en vigueur, si vous voulez, donc c'était des choses qui laissaient un souvenir très lourd. Donc ça, c'est l'état de continuité, mais il y a des choses qui bougent. Alors d'abord, il y a une rupture dans ces pays d'outre-mer, la rupture de 46, parce que l'historiographie, si vous voulez, doit inventer d'autres dates ou doit travailler sur d'autres dates. Donc dans ces pays-là, la date de 46 est une date importante parce qu'elle a levé ce carcan des règlements exceptionnels qui pesaient sur les territoires coloniaux français, dont l'indigénat, dont les prestations, dont les réquisitions, dont les impôts exceptionnels comme impôts de capitation qui étaient entièrement réservés aux dits indigènes. Elle a aussi, au vu des protestations de l'entre-deux-guerres sur le travail forcé, qui avait été largement relayé au niveau international par le Bureau international du travail, elle a levé ou complètement défait ces gens qui étaient importés en travail. Alors, en anglais, on appelle ça indentured labor, c'est-à-dire c'est des gens qui étaient sur contrat. Dans ces contrats, il y avait des contraintes par corps, c'est-à-dire que les patrons, si vous voulez, ça n'était pas une main-d'œuvre libre. Donc c'est le cas des Javanais, des Tonkinois en particulier, qui sont arrivés en nombre en Nouvelle-Calédonie. Et c'était des gens qui étaient soumis à des peines de prison s'ils ne faisaient pas leur travail. Alors, c'était pas le patron directement qui exerçait les peines de prison, mais il s'adressait au syndic des affaires indigènes pour des peines de prison, des amendes, et lui se réservait une marge de violence physique un peu remarquable par rapport à la situation française à l'époque, qui était peut-être pas très cool, mais quand même, on n'en était pas à la loi de la chicotte. Ça, c'est pas propre à la Nouvelle-Calédonie. Cette marge de violence physique exercée sur les chantiers, sur les plantations, dans les propriétés, c'est quelque chose de très colonial, qui est porté par cet adjectif, en fait. Ces gens-là, juste après-guerre, on les a libérés, puisqu'ils n'avaient pas le droit de quitter leur patron avant, et à la fin de leur contrat, ils étaient soit renouvelés, soit réexpédiés dans leur pays. Là, on les libère de cette contrainte-là, donc on entre dans un travail dit libre, qui avait été revendiqué dès les années 13 par Lénart, par exemple, qui parlait de ça, de l'idée d'abandonner cette obligation de travail. Et les gens sont restés ou pas. Alors les Tonkinois ont été plutôt rapatriés de force dans le contexte de la guerre du Vietnam, avec un mouvement anti-Viet très très fort en Nouvelle-Calédonie, par peur de diffusion des idées communistes. Les Javanais qui étaient importés, eux, sont restés plus nombreux, et simplement ils ont quitté les propriétés en disant tata, comme on dit là-bas, pour dire au revoir on dit tata, et ils ont bien dit tata à leur patron en leur disant ah, maintenant on va être métayers. Donc ce qui a énormément bouleversé l'économie locale, parce que les plantations de café étaient des cultures liées à l'économie coloniale, qui exigeaient une main-d'œuvre très assidue, parce que le café tombe très vite et il faut le récolter très vite et il faut beaucoup de mains. Et à partir du moment où les Javanais ont dit tata, eh bien, il n'y avait plus d'ouvriers et les Kanaks eux-mêmes n'étaient plus obligés de venir travailler, ce qui avait été sous la pression d'avant-guerre. Donc les Calédoniens petits colons se retrouvent avec des plantations de café qu'ils ne peuvent plus entretenir, donc ils basculent dans une économie d'élevage extensif qui est beaucoup plus facile, puisque vous mettez vos vaches et vous en occupez plus en gros, parce que c'est ça le système. Donc on voit ces modifications. Alors autre modification, évidemment, c'est au niveau politique que ça a le plus bougé. Donc je vous rappelle que dans les années 50, on élargit petit à petit le droit de vote à l'ensemble des ressortissants anciennement colonisés.
Les Kanaks obtiennent la pleine et entière citoyenneté en 57, donc assez tardivement, mais est fondé dès 53 un parti qui marquera beaucoup le pays, qui s'appelle l'Union calédonienne, qui est encore un parti existant, et qui s'était construit après-guerre sous le nom Deux couleurs, un seul peuple. Ce qui peut être tout à fait frappant, enfin tout à fait étonnant quand on connaît le pays. Mais c'est un pays, si vous voulez, c'est un pays particulier, la Calédonie, enfin je pense que mes collègues vont s'y reconnaître aussi, parce que il y a une sorte de population populaire, il y a une sorte de colonisation populaire qui est là et qui, juste après la guerre, revendique une sorte de lutte des petits contre les gros. Et dans ce mouvement, elle entraîne les petits colons, caldoches, comme on dit là-bas, entraînent aussi les Kanaks, qui eux-mêmes sont très encadrés par les églises. Alors il y a eu un parti communiste en Nouvelle-Calédonie qui a eu très peu de... qui a donné... qui s'est occupé des Tonkinois, à juste titre, puisque parmi les Tonkinois, là, il y avait des Vietnamiens qui étaient conscientisés, qui a convaincu des Kanaks, mais pas beaucoup, et qui a été un feu de paille parce que les églises ont repris le tout en main et s'est formé deux partis confessionnels autour des protestants et des catholiques. Évidemment, c'est un pays où le christianisme s'est implanté très fortement et entre les deux guerres, il triomphe. Là, on est dans le moment colonial où le christianisme est partout. Et donc, ces deux partis rejoignent l'Union calédonienne, mais dans une espèce de prudence très encadrée, si vous voulez, une sortie du colonialisme extrêmement encadrée, qu'on ne voulait surtout pas trop rapide, par peur de l'idée prolétaire de tous les pays, unissez-vous, ça c'était l'idée atroce. Bon. Donc, cette Union calédonienne, elle porte en germe quelque chose de généreux, en particulier sur le plan de la santé, du social, parce qu'il y a quand même, on rattrape, parce que la Calédonie ne cesse de rattraper le train des mesures sociales qui n'avaient jamais, qui n'étaient absolument pas passées. 36, on n'a rien vu. 36, on n'a rien vu. Il ne s'est rien passé. Il y a quelques idées qui sont enterrées immédiatement. Donc on rattrape la CAFAT, les trucs de sécurité sociale, l'alignement des salaires, voilà. Donc, on ne peut pas dénier, il y a eu un programme de ce type, mais au niveau politique c'est très prudent, et en particulier il est quand même honnête de dire que les Blancs sont devant, les Kanaks sont derrière, si vous voulez. Comment vous dire, les Kanaks, on les appelle à voter pour l'Union calédonienne, mais il est entendu qu'ils sont silencieux derrière, polis, très calmes, comme ils l'ont toujours été. Alors, là, les choses vont être bouleversées à la fois du fait de De Gaulle, qui a joué un rôle, et à la fois des années 60. Donc, De Gaulle a eu un impact, je suis obligé d'y revenir, parce que comme il a rapatrié, alors c'est l'explication d'une recentralisation de l'État, il rapatrie les essais nucléaires sur Tahiti dans les années 60, et il y a une remise, il y a une sorte de volonté de reprendre le contrôle des territoires du Pacifique, alors que la loi de fer de 56 avait beaucoup donné d'autonomie déjà à une assemblée locale à partir de 57, donc il y a une assemblée territoriale qui remplace le conseil général, le vieux conseil général, et il y a véritablement une sorte de conseil de gouvernement, etc. De Gaulle estime qu'à partir des années 60, c'est fini, il fait un pas complètement en arrière avec la loi Jacquinot en 63 et la loi Billotte en 69, qui sont des l'Assemblée territoriale, le Conseil de gouvernement locaux, perdent complètement leurs prérogatives et n'ont plus du tout les moyens de travailler. Donc ça a été un vrai choc pour l'Union calédonienne et un vrai problème. Alors l'autre chose qui bouge dans ce moment-là, c'est le boom du nickel. Le boom du nickel démarre, il démarre dans les années 68, 67, il va connaître une poussée jusqu'en 1972, et il est suivi d'une crise économique qui est très classique, ça n'a rien d'étonnant, simplement l'ampleur du boom du nickel est très fort, c'est-à-dire que la Calédonie a toujours eu une économie très fragilisée par ça, c'est-à-dire le nickel est là,
Mais le nickel, les prix montent et les prix chutent, les prix montent et les prix chutent. Depuis le début, c'est une économie très fragile de boom and bust, vous voyez, de moments de... Là, on assiste à une vraie demande en nickel qui s'accélère avec une montée des prix. Donc, avec une sorte de hausse de salarisation, le nombre de salariés double dans entre les années 65 et 75. Touche les Kanaks, parce qu'une partie des Kanaks entre dans la salarisation de façon, comment on va dire, hors travail forcé, puisqu'il est injuste de dire qu'ils n'étaient pas, ça c'est très classique, si vous ouvrez les livres sur la Calédonie, un peu vieille formule, c'est de dire les Kanaks étaient hors du monde. Je récuse totalement, mais ils étaient intégrés à l'économie calédonienne sous le mode colonial. Là, ils entrent dans l'économie sur un mode de travailleurs libres par la salarisation, mais tous les déséquilibres sont maintenus. C'est-à-dire, le boom du nickel, d'un certain point de vue, il crée plus de déséquilibres qu'il ne répare les choses. Il les crée à deux niveaux. D'une part, il provoque un appel de population. Donc il y a à nouveau une rentrée de population peuplante qui avait été vraie jusqu'au début du siècle, puisqu'il s'était complètement tari, je dirais, sauf une résurgence après la guerre de 14, mais qui s'était largement tari. Donc en gros, le socle historique du pays était, dans les années 50, les gens étaient entre eux, ils se connaissaient depuis maintenant 1850, 1900, vous voyez. Et là arrivent de nouvelles personnes, attirés par le boom du nickel. Alors des métropolitains et beaucoup de pieds noirs qui ne veulent pas rentrer en France et qui, après l'Algérie, cherchent les colonies, les beaux restes. Mais là, on ne peut pas dire autre chose. C'est un itinéraire, de passer de colonie en colonie pour fuir la situation de la métropole. Donc il y a cet aspect-là qui est difficile, et puis il y a l'aspect finalement enrichissement par le boom du nickel, mais où ça rend voyant les inégalités structurelles du pays. C'est-à-dire que le nickel ne fait que mettre en valeur le fait que le pays est extrêmement en retard, que les territoires de tribunes vivent encore comme dans les années 20, qu'il y a une espèce de pauvreté d'habitat, pauvreté de couverture de tout, etc., etc. Donc ça crée des rancœurs, d'autant que le monde kanak est un monde qui a une très forte mémoire historique, et que dans les réserves, on connaît l'histoire, on connaît par cœur ce qui s'est passé, et les rancœurs et les souffrances et la violence qui a été vécue est vraiment forte. Dans un monde kanak qui a repris une démographie après une énorme chute au 19e siècle, qui a atteint un étiage en 1911, donc un monde kanak qui est en reprise démographique, coincé dans ses réserves parce qu'on n'a fait aucune redistribution de terre. Donc vous voyez, avec des rancœurs, des colères qui montent, parce que la jeunesse kanak, elle peut pas se déployer, et à tous les niveaux. Donc ça, c'est le moment de ces années 60 tel qu'il se dessine dans ce pays. À ce moment-là, début 60, vous avez les premiers étudiants, alors je dirais presque, non, pas kanak et caldoche, mais les étudiants qui jusqu'à présent, les gens qui n'avaient aucun accès aux études. Alors d'abord les kanaks, puisque les premiers bacheliers c'est 1960, donc vous voyez qu'on est extrêmement en retard, même par rapport à d'autres colonies, évidemment, rien à voir avec l'Algérie, où vous avez des bacheliers, vous avez des avocats, vous avez dès le 19e siècle, il y a des montées il y a des familles qui propulsent dans les études. Bon, le monde kanak a été pour ça complètement à l'écart, il ne passait pas le cap de la primaire, sachant que l'école, il y en avait, mais l'école était tout à fait réservée sous les missions, était sous la coupe des missions. Donc ces jeunes kanaks partent en France pour la première fois, accompagnés aussi de jeunes caldoches. Certains ont l'habitude, parce que les grandes familles calédoniennes envoyaient depuis très longtemps leurs enfants en France ou en Australie d'ailleurs, déjà, on avait déjà ça c'est dit dès le début du siècle, mais là on est dans une démocratisation de l'enseignement, donc on part en France. Et évidemment ces jeunes kanaks vont se retrouver dans des conditions très difficiles. Donc il y a un témoignage, j'ai un grand ami qui est complètement dans cette histoire, qui s'appelle Élie Poingoun, qui est le président de la LDH de Nouvelle-Calédonie, qui est actuellement assez dans le pays, vraiment il est actif dans le pays. Donc il y a une histoire qui est vraiment une figure de proue de cette histoire-là, puisque lui
pour vous donner, est parti à Ulbach en 63. Il fait partie des tout premiers Kanaks arrivés au lycée La Pérouse à Nouméa, où ils étaient 10 et où ils racontent qu'ils étaient tous dans un coin et n'osaient parler à personne, pendant que des fils de famille arrivaient en Cadillac avec le javanais qui conduisait. Bon, c'était l'ambiance. Hein. Je vous rappelle que dans ces années 60-65, il n'y a plus de panneaux interdits aux Kanaks dans les restaurants, mais on ne sert pas les Kanaks dans les restaurants. On doit se rendre compte que ça, on a connu ça jusqu'aux années 80. Hein. C'est des choses. C'était quand même un pays qui était vraiment très très marqué dans les pratiques d'un racisme ostensible, je dirais. Donc ils arrivent à Nouméa, ils sont complètement, voilà, c'est le choc puisque jusqu'à présent, il raconte son enfance entre Canala, en tribu. Il est ensuite allé, il a bougé à Poy parce qu'il était de Poy. Enfin bon, dans un monde complètement kanak, on parle 3 langues évidemment, hein, facile, le Dréou, le Ranatu et le Paichi, bon voilà. Mais on parle français parce que son père avait été pasteur, un des premiers pasteurs formés par Lennart. Donc il parlait extrêmement bien français, quelqu'un de très rigoureux, très rigoriste, je dirais, dans un christianisme appris, qui a été une sorte de porte de sortie des années 1900, donc une génération qui avait été très très marquée, qui était dans une admiration profonde de Lennart pour les protestants, et très pas politisée au sens où on peut l'entendre, mais qui ont vécu très douloureusement. Ce qu'il raconte Élie de son enfance, c'est des propos, son père et sa mère l'emmènent au village, on le tutoie, on maltraite ses parents, qui en plus, non seulement étaient des gens cultivés en français et bibliquement, je dirais, mais étaient des grandes personnes coutumières, donc très respectées dans le monde des Poy, de chez eux, et donc c'était absolument extrêmement humiliant de voir leurs parents déchoir dès qu'ils sortaient de leur univers pour aller au village devant des petits caldoches qui s'autorisaient tout et n'importe quoi devant les Kanaks. Donc il raconte cette arrivée en France, donc il est à Montpellier, donc il prend un hôtel, enfin ça a dû être très paniquant, hein, et il a la chance d'entrer dans un foyer protestant et de rencontrer un ami, alors c'est le milieu protestant, qu'il a vraiment aidé, soutenu, là il n'y a rien à dire, et il rencontre enfin finalement les premiers les caldoches, et en particulier Jean-Paul Caillard, qui lui a une histoire caldoche, donc un grand-père parti aux Nouvelles-Hébrides, qui voulait que ses enfants fassent des études, donc il revient en France en 19 pour leur faire des études, donc père médecin, qui revient en Nouvelle-Calédonie, et Jean-Paul Caillard est d'une famille là politisée, gaulliste de gauche, un père résistant, puisqu'il était en France, donc relativement ouvert, mais qui se retrouve aussi en choc en rentrant, lui étant né à Nouméa, et donc il arrive en France en 68 pour faire ses études, et là ces étudiants, donc calédoniens comme kanaks, qui sont très séparés en Nouvelle-Calédonie, se retrouvent un peu tous un peu tétanisés, et donc ils se retrouvent avec Nidosh Neslin, qui est j'allais dire une grande gueule, parce que c'est vrai, c'était une grande gueule des îles, très beau gars des îles, chef, alors lui une lignée chefferie de Lifou, et qui est Kilifanon, qui est dans le milieu étudiant très politisé, et ça fait un espèce de rencontre. Caillard lui était du côté mariste, très catholique, donc on était pris dans les réseaux catholiques, mais tout ça se rencontre dans les milieux étudiants, et évidemment ils vont rencontrer les Algériens, ils rencontrent les Vietnamiens, ce que raconte Élie, hein, c'est-à-dire vraiment une espèce de découverte, et puis pour les Kanaks qui rencontrent une France dont ils n'ont pas l'habitude, c'est-à-dire une France qui les considère, il faut le dire, il le dit, j'ai rencontré les métropolitains à ce moment-là, et parmi les métropolitains, il a rencontré des gens qui lui disaient pas tu immédiatement, qui le regardaient pas de haut, qui le considéraient comme un homme. Donc il dit, j'ai découvert que j'étais un homme debout en France. Donc c'est aussi tout le paradoxe du lien à la France que je voudrais souligner aussi, c'est-à-dire des vrais attachements. C'est là où on est dans une période de demande d'indépendance, et je voudrais, sans préjuger de ce qui va se passer du tout, mais je voudrais souligner que pour ces hommes-là,
côté kanak, y compris pour Nido Schnetzling, pour Paul Niaoutine, tous les grands. Il y a eu des expériences, des rencontres, des amitiés qui comptent. C'est pas impunément qu'on est colonisé par un pays, on est aussi dans des liens. Je le souligne parce qu'on oublie. Et on est aussi dans une langue, on est aussi, voilà. Et donc Élie parle par exemple des Cévennes, des GR qu'il faisait avec son ami, son copain d'époque, avec des larmes dans la voix, quoi. Bon, c'était sa jeunesse, c'était une découverte, etc. En même temps, c'était très dur, parce qu'il dit, si j'avais pas été si loin, je serais rentré, j'aurais abandonné mes études. Enfin, il rentre, après ses études, il part 2 ans en Tunisie, hein, et puis il rentre en 72. Et Caillard est déjà rentré, Nidoche est déjà rentré. Et eux, ils rentrent en Nouvelle-Calédonie, vous imaginez le choc. Donc 68, ça a un impact indirect, puisque si vous voulez, il ne s'est absolument rien passé en Nouvelle-Calédonie, proprement dit. Je ne vais pas vous dire, ah ben si, il y a eu un mouvement en 68. Non, rien du tout. Mais par contre, le retour a été terrible, parce qu'ils se retrouvent dans un Nouméa où on ne veut pas les servir dans les cafés, où tout est figé dans une espèce de colle coloniale qui s'est juste légèrement effritée. Voilà, on peut parler comme ça, quoi. C'est-à-dire, rien n'a bougé. Donc, ils entrent en résistance très rapidement, ces jeunes-là, et font de la politique. Alors, Caillard, du côté des Calédoniens, lui aussi entre en politique, et fait presque peur aux jeunes Kanaks qui s'en méfient, parce qu'ils ont peur de jeunes blancs qui partiraient en indépendance pour eux. Et oui, parce que ces jeunes blancs de gauche, je dirais, veulent que leur pays bouge, veulent de l'indépendance, mais quid des Kanaks. Et les Kanaks se disent, c'est quoi ces blancs là qui viennent voilà. Les Kanaks se mettent en mouvement eux de leur côté aussi, et alors bon, c'est des actions, hein, donc ils badigeonnent les murs, ce qui est totalement, là-bas c'est insurrectionnel, là vous mettez à bas le colonialisme, et c'est la révolution, parce que le pays est quand même très décalé aussi, sous la moindre action prend des proportions pas possibles, donc c'est la vraie panique. Évidemment la police est extrêmement violente. Elif applique la méthode qu'avaient fait les Black Americans. Vous allez dans un resto, c'était Martin Luther King qui disait, vous allez dans un resto, vous ne bougez plus. On vous vire évidemment, parce qu'on ne veut pas vous servir. Mais vous restez planté là. Donc il applique exactement. Donc il y a une influence aussi au-delà, c'est pas que 68. Chez nous, quoi, faudrait pas se tromper, c'est pas le 68 français, c'est aussi toute l'influence de ce qui se passe dans le monde anglophone, dans cette large, la guerre du Vietnam, et puis les Black Panthers, etc., qui sont là. Donc il y a des actes et de l'action, et puis il y a des crises, parce que, je suis un peu longue là. Non, ça va, enfin, ça va, oui. Donc il y a la crise, c'est à l'intérieur du monde de l'UC, si vous voulez, qui est encore hégémonique, mais qui va se fracturer à ce moment-là. D'abord parce qu'au sein de l'UC, vous avez un moment un certain nombre des gens qui sont extrêmement contre la politique gaulliste, donc qui est une politique de recentralisation. Donc vous avez un mouvement, au moins d'une demande d'autonomie, voire d'indépendance qui monte. Donc il y a une frange du parti blanc qui lui s'en va terrorisé par l'idée de l'indépendance. Vous avez une partie kanak qui se radicalise, qui s'en va elle aussi par Uregei, là, qui va partir dans une union multiraciale, enfin, donc qui va partir de son côté. Et puis vous avez une vraie interrogation au sein de cette UC sur ce que on va faire. Et en fait vous avez un mouvement de contestation qui va se structurer autour de petits groupes très fragmentés, avec une revendication très pragmatique sur les terres. Alors d'abord la demande d'indépendance qui se clarifie de plus en plus, et puis une revendication très concrète. Donc par exemple, Élie Poingoun, c'est la revendication des terres, ouvrir les réserves, on récupère nos terres. Avec une histoire très kanak, hein, c'est-à-dire on rentre chez nous, on reprend nos terres. Et pendant ce temps-là, il faut que vous compreniez que vous avez le mouvement de Chibaou. Alors Chibaou a une histoire un peu, je finirai là-dessus, mais une histoire un peu différente, parce que je dirais qu'il a été quelque peu imperméable à 68. Mon Chibaou est plus âgé, il était de 36. C'est quelqu'un qui a quitté très vite la tribu, parce qu'à 6 ans il a été emmené à la mission, à 9 ans il était au petit séminaire, il était promis à la prêtrise, et d'ailleurs il a été ordonné prêtre. Puis il est parti faire des études de théologie, enfin en université protestante, puis d'ethnologie et de sociologie. Et Chibaou était quelqu'un à l'époque
qui était extrêmement préoccupé par la culture et les problèmes d'alcoolisme et de déchéance du monde kanak qui étaient là visibles, hein, de pauvreté, une sorte de misère, pas une misère alimentaire, parce qu'on n'est pas du tout dans un pays pauvre, en sens où les gens meurent de faim, mais où les gens boivent de l'alcool beaucoup trop, s'abîment quoi, dans ce qui se passe, et avec sa terreur, c'est la perte culturelle. Lui-même l'ayant vécu, puisqu'il a été tiré très jeune de sa tribu, et donc par exemple, lui ne parle plus la langue. Quand un Élie parle 3 langues, lui n'arrive plus à parler une langue. Donc c'est pour lui un drame culturel, ça indéniablement. Et donc il le rattrape en lançant Festival Mélanésia 2000. Et donc vous avez une espèce de conflit entre le monde kanak de l'époque où Tjibaou revient de France, il a vécu 68 en France, qu'il a peut-être aidé à quitter la prêtrise, mais je n'en sais rien, enfin c'est pas très clair, mais qu'il l'a pas amené au-delà. Et vous avez les Eli, Nidoich, et alors il y avait toute une tripotée de gens là, qui sont eux dans une position beaucoup plus radicale et qui vont contester une revendication culturelle qui, elle, va se faire soutenir par l'État. Donc le festival Mélanésia 2000, c'est un événement à Nouméa en 75, où pour la première fois, la culture kanak est mise à l'honneur, qui était extrêmement méprisée. Hein. Vous savez qu'elle en a... il relisait Tintin et vous verrez pourquoi. Voilà, culture kanak était... Donc c'est un moment extrêmement important de remise en place d'une visibilité de la culture kanak que l'État soutient parce qu'il considère que c'est pas dangereux. Vous voyez, c'est mieux de passer par là. Et évidemment, les jeunes du futur Palika, qui vont monter un parti, alors là, pour le coup, ouvertement indépendantiste, sont en combat, puisqu'ils sont même contre, en disant, vous nous folklorisez, c'est ridicule, le combat c'est l'éther, nous dès qu'on sort et qu'on nous demande des droits, on va en prison, vous avez des subventions, etc. Donc c'est ce qui va se passer à ce moment-là. Tjibaou sera très mécontent de ces jeunes hystériques là, qui considèrent comme... Et ils vont se retrouver dans les années 84, au moment où se fondera le FLNKS. Là, Tjibaou se lance en politique et va prendre le rôle qu'on lui connaît et va monter son parti avec tous, le parti indépendantiste. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette période.